Donc, je vous présente ce cahier. En fait, très heureuse de faire la présentation aujourd'hui. On espère vraiment vous donner envie de le parcourir plus en détail parce que les aménagements temporaires sur rue vraiment jouent un rôle crucial dans la transformation de notre expérience urbaine et contribuent vraiment à la vitalité des quartiers. Alors, je vous montre ici comment le cahier est structuré. En fait, on a trois principales sections. La partie typologie des aménagements temporaires sur rue, qui explique différentes façons de repartager la rue pour donner plus de place aux piétons. On a la section vision-qualité, où on présente 125 bonnes pratiques d'aménagement temporaire et plusieurs exemples qui s'y rattachent. Et on a la partie opération qualité, en fait, avec 70 stratégies qui permettent de mieux mettre en œuvre les projets temporaires. Puisque le cahier, vous allez voir, là, est assez dense, on trouve aussi une synthèse à la fin et une annexe, en fait, qui décrit les phases de réalisation d'un projet temporaire sur rue et leurs activités. Donc, je vais passer rapidement à l'introduction. Je pense que Patrick en a fait mention un petit peu du contexte, mais je pense que c'est important de mentionner que ce cahier est vraiment complémentaire à plusieurs mesures de la ville qui ont été mises en place au cours des dernières années pour favoriser la qualité des aménagements. Donc, le cahier se veut plus un outil à portée aspirationnelle ou un outil d'inspiration. Et il y a d'autres publications qui sont davantage normatives, entre autres qui ont été produites là, par la Ville de Montréal et ses différents services. Donc, avant, là, on voit un peu quelques pages de la section introduction. En fait, avant d'entrer dans les bonnes pratiques à proprement parler, c'est important de comprendre la typologie des aménagements temporaires sur rue. Donc, c'est pour ça qu'on a dédié une première section concernant la typologie au cahier. Donc, bien qu'on parle beaucoup des rues piétonnes depuis quelques années, entre autres avec le programme de soutien là, à la piétonnisation du service du développement économique de la Ville de Montréal, on retrouve d'autres types d'aménagements temporaires sur rue. Donc, la rue piétonne, la rue place, la rue partagée et la chaussée repartagée. On voit ici avec cette axonométrie, en fait, où on peut vraiment déployer les aménagements selon les modes. Donc, on voit les zones assurées en fonction des différentes typologies, des différents types, la zone d'implantation du mobilier, des équipements, des aménagements peut varier. Donc, vous trouvez ça également dans le guide. Puis, on vient d'écrire par la suite précisément ces modes-là, donc la rue piétonne, on a un exemple ici avec la rue du Luth, la rue Place, avec l'avenue du Musée ici dans l'arrondissement de Ville-Marie, où on peut vraiment c'est plus une configuration où on peut aménager l'ensemble de la chaussée. La rue partagée qui se trouve, on a des rues partagées en mode permanent, mais on a aussi des rues partagées en mode temporaire. Ça, c'en était une en mode temporaire à l'époque sur le boulevard Gouin. Et on a la chaussée repartagée qui permet, oui, d'allouer une partie de la chaussée aux piétons, mais de conserver aussi une circulation automobile. On montre aussi dans le cahier que 4 principaux facteurs peuvent influencer en fait les aménagements, donc le contexte d'attractivité, la saison d'implantation, la durée et la récurrence. Donc, dans le guide, vous allez voir, dans le cahier, vous allez voir qu'on explique plus en détail ces différents facteurs. Donc, je ne m'y attarde pas tant que ça aujourd'hui, mais vous allez trouver de l'information dans le cahier. Donc, on schématise aussi ce qui caractérise deux contextes différents d'attractivité, soit la rue dite de quartier et la rue de destination. Et en fait, on vient expliquer un peu ce qui les caractérise, en fait, surtout le cadre bâti, l'achalandage. Et puis, par la suite, en fait, on vient illustrer les grands principes de conception
pour les deux types. Donc, et tout ça, évidemment, c'est des grands principes, mais ça peut s'entremêler l'un l'autre. Donc, on voit ici que, par exemple, dans une rue de quartier piétonne, on va viser plus à faire des interventions qui sont ponctuelles, qui vont être positionnées en continuité avec l'offre existante. On va viser des aménagements qui visent le confort, la détente pour une appropriation de plus longue durée. En fait, la rue de quartier, c'est un peu le prolongement de notre cour arrière, de notre balcon, et des aménagements qui peuvent accueillir des activités d'animation et d'appropriation destinées à un public plus de quartier. Donc, on peut se permettre de faire de l'agriculture urbaine, des activités familiales, des petites prestations artistiques. Dans une rue d'attractivité dite de destination, en fait, compte tenu de la présence de piétons qui provient de différentes provenances, en fait, de différents quartiers de la ville ou hors la ville, puis compte tenu de l'échelle de la rue puis des bâtiments, on peut vouloir aménager la rue un peu autrement. Donc, on va favoriser plus des interventions d'ensemble qui incitent à la déambulation d'un grand flux de personnes. Des espaces et des aménagements qui peuvent accueillir des activités d'animation grand public, des spectacles, par exemple. Donc, on voit différents types d'aménagements. Donc, c'était la section un peu typologie qui aide aussi à mettre la table parce qu'on y revient, on en reparle dans les bonnes pratiques, on retrouve différents types de modes de repartage de la rue. Donc, c'est important pour nous de mettre un peu la table de cet ouvrage-là. Donc, on passe maintenant à la section vision qualité du cahier, en fait, où on présente 125 bonnes pratiques qui sont accompagnées d'exemples. Bon, oui, 125, ça fait beaucoup, mais à l'étape de planification, vous pouvez et vous devez en fait identifier les bonnes pratiques essentielles et celles qui vont vraiment être à prioriser selon votre projet. Donc, dans le cahier, les bonnes pratiques, en fait, sont organisées selon les 6 dimensions de la qualité qu'on retrouve en design. Donc, Patrick en a fait mention un peu au début, qui fait référence à la trousse de qualité. Donc, on va retrouver la résilience aux crises et aux changements, la responsabilité environnementale, la performance économique, la valorisation culturelle et l'identité, l'équité, la diversité et l'inclusion et la santé et le bien-être. Donc, on a choisi des exemples précis pour illustrer chacune des bonnes pratiques, comme vous allez voir, mais il y a évidemment plusieurs exemples qui auraient pu se retrouver dans plus d'une dimension. Je pense que les exemples qu'on a choisis aussi sont des bons exemples, puis la qualité, c'est assez transversal, en fait. Donc, si on s'attarde maintenant plus en détail à la section résilience, en fait, comment le design peut favoriser une plus grande résilience, bien, c'est que sous chacun des grands objectifs qu'on voit ici, en fait, on retrouve des bonnes pratiques numérotées. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, en fait, au niveau de la résilience, comment on peut favoriser cette résilience? Bien, en atténuant les impacts liés aux aléas climatiques, en minimisant les besoins en ressources et services, en offrant des moyens d'adaptation rapide des usages et des lieux, et en facilitant les interventions en situation d'urgence ou de crise. Donc, vous voyez des bonnes pratiques, vous voyez la numérotation des bonnes pratiques ici et un exemple concret qui illustre comment ça peut répondre, en fait, comment le design peut répondre à cette problématique. Donc, si on illustre, je vois un petit peu plus loin ici, la bonne pratique numéro 3, par exemple, mais le cahier présente en fait, ici, les grandes ombrières qui sont installées sur l'avenue Bernard, qui est piétonne l'été à Outremont. Et ces ombrières-là, en fait, permettent de créer vraiment des îlots de fraîcheur et donc d'atténuer les impacts liés au changement climatique. C'est ici un concept d'Évoque Architecture. Si je poursuis un peu, vous voyez les belles images du cahier, inspirantes. Si je m'arrête à la bonne pratique numéro 7 ici,
En fait, c'est la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal qui a fait développer des bancs durables par le studio de design industriel Dikini. Donc, les bancs permettent de diminuer les besoins en ressources parce qu'ils sont vraiment faciles d'entretien. Donc, il n'y a pas de grande surface pour le vandalisme et les bancs pourraient même être utilisés là, pendant les 4 saisons. On voit d'autres exemples dans Schlaga, ici, sur le plateau, donc sur la place de Saint-Hubert. Donc, on détaille vraiment l'ensemble des bonnes pratiques. En environnement, maintenant, en fait, c'est le même principe. Donc, vous pouvez aller voir chacune des bonnes pratiques en détail et comment ces bonnes pratiques vont contribuer à relever les défis environnementaux. Donc, je vous montre, je passe à la bonne pratique numéro 16 ici, en bas, en fait, qui est de réduire son empreinte carbone et les impacts environnementaux sur tout le cycle de vie. Ben, les blocs de lestage du quartier des spectacles qui sont conçus par Morelli Designer et PXP, en fait, sont vraiment très durables. Donc, même s'ils répondent à un besoin qui est temporaire, comme par exemple dans le cas d'une exposition ici, ben, ces blocs-là sont utilisés depuis plusieurs années et sont déplacés fréquemment dans le quartier. Je m'arrête ici à la bonne pratique 33 qui montre aussi, en fait, qu'on peut agir en environnement en spécifiant des exigences plus élevées sur les matériaux et les finis dans les devis techniques en amont des projets. Donc, c'est ce qui a été fait ici dans le cas du mobilier de la rue piétonne Saint-Hubert. Donc, le placotoir qu'on voit ici, qui a été conçu par l'atelier urbain et par la lutinerie, en fait, ne présente aucun bois traité et les finis, en fait, ne sont pas toxiques. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue Judith qui va poursuivre avec deux autres dimensions de la qualité. Bonjour. Les aménagements temporaires peuvent aussi générer de la valeur économique. On va le voir dans cette section qui est économie. Donc, on va voir plus des exemples de projets qui permettent de renouveler l'expérience au sein de la ville pour les résidents, les visiteurs et aussi les commerçants. Donc, dans les grands objectifs, par exemple, en contribuant à la prospérité du quartier, en renforçant son attractivité. Par exemple, dans la bonne pratique numéro 44, on peut aller voir, on se déplace un petit peu dans le cahier. On va voir un projet oui, où l'implantation d'une identité nouvelle. On va voir des marqueurs visuels forts, clairs, distinctifs. Donc, comment ils mettent en valeur le lieu. Ici, on est sur la promenade Wellington avec l'accroche Well, Well, Well par les firmes Haddock et Castor et Pollux. Donc, dans ce cas-ci, des interventions marquantes aux entrées, l'intégration de l'art, de la mise en lumière. On va aussi favoriser les retombées économiques en offrant, par exemple, des possibilités de mutualisation. C'est un autre des objectifs qu'on détaille à la bonne pratique numéro 48. On voit ici des mobiliers 4 saisons conçus par la firme Le Comité, donc qui ont été conçus pour être laissés en place ou déplacés. Donc, la mutualisation de ces équipements-là, c'est-à-dire la mutualisation, c'est le fait de les utiliser de façon récurrente, mais à différents endroits, à différents moments, ici autour du marché Jean Talon. Donc là, ça permet entre autres d'expérimenter à toutes les saisons, ce qui permet d'étirer la saisonnalité, d'attirer des nouveaux visiteurs, mais aussi de réduire considérablement les coûts parce qu'on sauve ici l'entreposage. Finalement, pour donner un autre exemple d'une bonne pratique illustrée, ici à Westmount, la bonne pratique numéro 51 nous parle de s'assurer de la sobriété et de la qualité des équipements qui sont voués à être utilisés, éviter la tendance, en fait, afin de minimiser les transformations qu'on pourrait avoir à faire. Donc, ça assure l'intemporalité, ça nous assure de les utiliser plus longtemps. Donc, ici, c'est un exemple de la firme Morelli. Donc, les aménagements temporaires ont vraiment un pouvoir d'attraction, de rétention qui va servir la vitalité commerciale de tout le secteur dans lequel ils s'inscrivent. Là, c'est ce qu'on illustrait dans la dimension économie. Et si on passe à culture et identité, donc ici, on va réfléchir à comment le design va également
grandement contribuer à valoriser les éléments identitaires et uniques de chaque quartier. Ça va enrichir l'expérience globale de la rue, mais aussi à l'échelle de toute la ville. Dans les grands objectifs, on va vouloir protéger, mettre en valeur l'histoire et la culture d'un lieu, contribuer à renforcer son identité. On l'illustre à travers plusieurs bonnes pratiques, dont celle-ci, la numéro 54, où on promouvoit le patrimoine bâti. Donc ici, c'est à l'église Saint-James sur la rue Sainte-Catherine-Ouest dans Ville-Marie. Donc, via l'aménagement d'une plage qui devient un sympathique petit lieu de villégiature, eh bien, on souligne la fonction première du parvis qui était historiquement le rassemblement. Donc, ça, c'est un projet de studio 2x4 et machine design appliqué. Donc, on sait que la vitalité culturelle est essentielle pour l'épanouissement des habitants, des habitantes. Donc, tout au cours de cette section-là, on va présenter des projets qui cherchent à s'insérer, par exemple, de manière sensible dans leur contexte, à renforcer l'expérience vécue par l'aménagement, à favoriser, une vitalité culturelle riche et diversifiée. On termine sur la pratique numéro 70. On aperçoit ici le projet entre lianes et paillettes de la firme Castor et Pollux. Donc, par exemple, ici, c'est par des installations artistiques qui font appel à différents sens pour susciter différentes émotions qu'on va créer un parcours qui met en valeur la diversité et l'excentricité aussi, qui sont représentatives du village, le lieu où on s'implante. Donc, merci Judith. C'est moi qui vais présenter la partie équité, diversité et inclusion. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes pratiques qui sont rattachées à ça, parce que dans le fond, une piétonisation et des aménagements temporaires, c'est une bonne opportunité, en fait, d'ouvrir la ville à d'autres personnes, en fait, qui peuvent être un peu moins avantagées, en fait, dans leur accès à la ville, notamment en considérant la diversité capacitaire des personnes qui utilisent les espaces, mais aussi en considérant différentes communautés qui sont peut-être des fois sous-représentées dans les espaces. Donc, si on peut passer aux images, on va se promener à travers des images. Donc, si on a déjà des exemples ici, super intéressant que Véronique a parlé de l'activité. Ici, à la pratique numéro 83, c'en est une importante. C'est une pièce de mobilier très simple, mais on a assuré beaucoup de dégagement, en fait, autour du mobilier qui permet à différentes personnes, selon différentes capacités, de pouvoir s'approprier cet espace-là, ce mobilier-là. Donc, si on continue à se promener, voilà, ici, en la pratique numéro 97, ici, c'est vraiment de travailler au niveau des contrastes de texture au sol, au niveau des couleurs, en fait, créer des couleurs contrastantes pour créer des bons repères dans l'espace. Ça peut être très pratique pour des personnes, par exemple, qui voient moins bien ou des personnes qui ont plus de difficultés à s'orienter sur des idées comme un texte, comme un coin de rue, ainsi de suite, mais qu'on leur dit de se rendre à tel espace rouge. Ça crée un repère plus facile pour les gens qui ont moins accès à la lecture. Donc, si on continue, voilà, au niveau de la signalisation, comment simplifier les choses. Ici, à la pratique numéro 101, ce qui est intéressant, c'est une intervention dans Montréal-Nord, en fait, entre une école et un certain parc, en fait. Donc, comment les interventions temporaires peuvent permettre de créer une communauté pour des personnes qui ont peut-être un accès, qui ont besoin justement de créer des liens un peu plus forts. Donc, voilà, c'est une belle intervention en milieu scolaire, en milieu défavorisé. Puis d'ailleurs, voilà. Puis si on continue. Parfait. Puis ici, une intervention de overall ici dans Merci Hochelaga Maisonneuve. En fait, ici, c'est comment est-ce qu'on peut. Là, on rentre vraiment dans la section santé-bien-être, en fait. C'est sûr que de faire des espaces piétons, des espaces pour être dehors, c'est déjà en soi quelque chose qui peut participer à la santé, au bien-être. Mais ici, c'est vraiment une activité autour des activités comme le cyclisme ou le patin roulier, tout ce qui a des roues finalement. Donc, c'est vraiment comment les espaces qu'on crée peuvent permettre, en fait, l'apprentissage, en fait, des bonnes pratiques, des saines habitudes de vie. Si on parle de mobilité active, si on continue, si pouvoir boire aussi, avoir accès à des toilettes dans l'espace public peut être intéressant. Voilà, on peut toujours continuer. Le mobilier aussi, est-ce que le mobilier est bien accessible selon la diversité capacitaire? Puis voilà. Puis ici, une dernière intervention, en fait, de l'Agence turquoise, c'est plus dans Ville-Marie cette fois-ci. C'est une activité d'agriculture urbaine. Encore là, c'est fait par le Carrefour alimentaire, un organisme communautaire. Donc, on permet à un organisme communautaire d'avoir accès à sa clientèle. Puis ici, encore, on parle de promouvoir une saine habitude de vie. C'est-à-dire
l'alimentation équilibrée. Donc, c'est quand même. Puis de savoir aussi comment les aliments poussent, et ainsi de suite, là, ça a aussi une grosse valeur éducative. Donc, voilà comment ce genre d'aménagement-là peuvent participer à la santé et au bien-être. Alors, je reprends le flambeau ici avec la troisième grande section du cahier, en fait, qui concerne plus le volet tactique, donc comment on fait les choses. Donc, c'est l'opération qualité. Comment on s'y prend pour atteindre les objectifs qu'on aura auparavant définis ou vus dans la vision qualité. Donc, tout comme pour la vision qualité, on vous encourage à sélectionner puis à prioriser les stratégies. Donc, on en présente 70. Encore ici, c'est beaucoup, mais je pense que selon la nature des projets, bon, ben, il y a des stratégies qui vont être retenues, qui sont plus faciles à mettre en œuvre ou qui sont plus applicables à votre projet. Les stratégies sont organisées aussi selon 6 grands thèmes. En fait, mobiliser, qui consiste à engager les parties autour d'objectifs communs. Communiquer en interagissant de manière inclusive et transparente. Confier et acquérir, ici, en fait, on parle plus des processus d'approvisionnement qui vont favoriser la qualité. Imaginer, quand on imagine, ben, on s'inspire pour innover. Recadrer, en fait, de ne pas avoir peur d'exposer le projet à des regards critiques, et ça tout au long des phases, des différentes étapes du projet. Et pérenniser, en fait, on souhaite vraiment maintenir la qualité du projet tout au long. Donc, dans cette partie du cahier, on trouve aussi les étapes de réalisation d'un aménagement temporaire sur rue et surtout à quel moment les différentes stratégies peuvent être appliquées. L'annexe, en fait, l'annexe 1, va les présenter en détail, les étapes, puis les tâches à réaliser. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. On va regarder sommairement les types de stratégies ici. En fait, la première, mobiliser. Comment on mobilise nos équipes? En fait, en définissant un cadre de réalisation du projet, en solidifiant les liens avec le milieu, en définissant la gouvernance et la stratégie organisationnelle du projet, en définissant les bons profils d'experts, en fait, basés à la fois sur l'interdisciplinarité et la transversalité, en validant la disponibilité et surtout la stabilité de l'équipe dans le temps, et en développant un plan de travail détaillé. Donc, vous avez aussi des encarts qui vous disent ici quelles sont les tâches cruciales du comité de pilotage, avez-vous choisi votre coordonnateur, coordonnatrice, c'est quoi ses principales qualités. Donc, vous avez des encarts qui sont liés à la section correspondante. Pardon. Donc, puisqu'on parle de mobilisation ici, on parle forcément de gouvernance, en fait. Alors, le cahier va présenter un organigramme type pour un projet d'aménagement temporaire et on le fait ici sur rue commerciale. Donc, on nomme les différents services de la Ville de Montréal, mais c'est transposable en fait à toute organisation publique. Là, ça pour notre auditoire qui est à l'écoute aujourd'hui hors de la Ville de Montréal. Enfin, on voit vraiment l'importance de désigner un coordonnateur ou une coordonnatrice de projet, de mobiliser un comité de pilotage ici qui est vraiment multiservice et le rôle central que jouent les designers et les autres experts aussi en mobilité, entre autres, dans un processus de qualité. Et il y a tout aussi les autres services et partenaires, dont les sociétés de transport, les services centraux de la ville, qui peuvent être impliqués et qui doivent être impliqués, en fait, pour mener à bien un projet comme une piétonisation de rue commerciale, par exemple. On voit aussi ici un exemple de mobilisation. En fait, c'est une visite terrain qui a été organisée pour la rédaction du cahier avec des représentants d'arrondissements,
Il y avait des représentants de SDC, des services centraux de la ville et nous, les designers et les experts de l'équipe de rédaction qui étaient présents également à cette séance. C'en est un exemple de mobilisation. Deuxième type de stratégie qu'on retrouve, en fait, communiquer de façon inclusive et transparente. Comment on y arrive, en fait, en informant et en consultant un public élargi, en favorisant une meilleure communication interservices et avec les partenaires, et en misant sur la transparence du processus décisionnel. Donc, on voit quelques exemples ici qui s'appliquent à la notion de communiquer, dont des séances de co-création citoyenne, par exemple, qui rentrent dans cette bonne stratégie à mettre en place. Troisième type de stratégie, confier et acquérir. Donc, comment on structure des processus d'approvisionnement qui favorisent la qualité? On peut quand même innover un peu dans ce. C'est sûr qu'on est régi par un certain cadre, mais il y a moyen quand même de favoriser la qualité à travers différents processus d'approvisionnement. En fait, je ne vais pas toutes les nommer, mais on peut voir différentes stratégies à travers des exemples présentés. Bon, je m'arrête sur. En fait, ici, c'est un concours de design qui est une façon, en fait, d'octroyer une commande basée sur la qualité et non le prix. Donc, on peut fixer le prix à l'avance et on va juger des concepts sur la base de la qualité. Étant donné je dirais qu'on est de plus en plus rodé dans nos aménagements temporaires, je pense que des initiatives de cette sorte-là peuvent être mises de l'avant, en fait, parce qu'on a plus de temps, on a plus de prévisibilité, donc on peut plus travailler en amont pour mettre en œuvre des processus de qualité. Donc, encourager la relève aussi, ça fait partie des processus d'approvisionnement qui peuvent être intéressants. Et ici, en fait, je vous en ai parlé tout à l'heure, le mobilier urbain à l'usage des festivals, c'était un concours de design. C'est un concours de design, en fait, qui a permis de concrétiser ce mobilier-là comme tel. Une bonne pratique ou plutôt une stratégie, ici, un autre exemple d'approvisionnement qui est intéressant puis qu'on ne voit pas souvent. En fait, c'est une SDC qui va louer son mobilier excédentaire ou pour X raison à une autre SDC, ce qui devient vraiment un nouvel attrait pour le quartier. Donc, on peut essayer de faire les choses différemment. Et bon, ça a aussi des bienfaits au niveau environnemental de procéder de cette façon-là. Quatrième type de stratégie, imaginez comment développer de nouvelles expériences sur la rue tout en répondant aux différents paramètres techniques. Par exemple, la stratégie 51, en fait, en s'inspirant des bonnes pratiques transférables, notamment par la recherche. Là, on voit ici des exemples internationaux qui pourraient être transposés à Montréal ou dans nos villes québécoises très bien. Donc, on voit que c'est vraiment, on peut s'inspirer avec des exemples internationaux. Donc, on en présente quelques-uns dans le cahier. Recadrer maintenant, particulièrement dans les projets temporaires qui sont presque des laboratoires, du moins certains projets temporaires. On doit vraiment exposer le projet à des regards critiques, puis tout au long des différentes étapes de réalisation. Donc, comment on va procéder? En réalisant des laboratoires de design, des observatoires pour tirer profit des apprentissages, en constituant un panel de design pour suivre les étapes de conception, donc pour challenger les concepteurs, rehausser la qualité des projets et en évaluant les coûts, avantages à long terme. Donc, on a encore quelques encores qui nous expliquent ce que c'est un laboratoire de design, qui nous disent en quoi consiste aussi un panel de design. Donc, on voit ici
D'ailleurs, des laboratoires de design qui ont permis de réaliser près d'une vingtaine d'aménagements temporaires. En saison hivernale, en fait, pendant la pandémie, et ces installations-là ont par la suite fait l'objet d'un observatoire de design mené par le laboratoire de l'hiver. Donc, avec ces multiples prototypages et tests sur le terrain, bien, on acquiert de l'expérience et on fait une rétroaction, dans ce cas-ci, avec des rapports qui nous permettent d'améliorer et de faire mieux à l'avenir. Et comme dernier groupe de stratégie, ben, en fait, c'est important de pérenniser la qualité du projet à long terme. En fait, comment on y arrive? Ben, en définissant clairement les retombées souhaitées à moyen, long terme, donc avec une certaine prévisibilité aussi, en assurant le suivi de la qualité à toutes les étapes de réalisation du projet et en contribuant à l'apprentissage collectif. Donc, ça termine la section opération qualité. Donc, avant de terminer le webinaire avec la section synthèse, j'aimerais vous présenter en fait l'annexe 1 du cahier qui est un aide-mémoire concernant les tâches à réaliser pour mettre en œuvre le projet. Et là, ici, on s'adresse vraiment beaucoup aux porteurs, porteuses de projets qui vont avoir les mains dedans. Donc, on a conçu un outil pour les aider. Donc, on a vu que dans la section opération qualité qu'un projet d'aménagement temporaire sur rue se réalise généralement en 6 grandes étapes. Donc, la justification, le démarrage et la planification, la conception, en fait, qui se sépare, si on veut, en 2 grands chapeaux, la conception liée à la mobilité et aux opérations, et la conception liée aux aménagements et à l'animation. On a la phase de déploiement et de fabrication et le suivi par la suite sur le site, l'entretien, l'ajustement. Et on va terminer par une étape très importante, le démantèlement, oui, mais surtout la rétroaction. Donc, je remonte ici un peu pour vous montrer le fonctionnement puis d'aller un petit peu plus en détail. En fait, pour ceux et celles qui coordonnent un projet pour une première fois, un projet d'aménagement temporaire sur rue, donc ça peut vraiment être aidant. Donc, c'est possible de cocher ou d'ajouter du contenu, comme on le voit ici. Donc, on voit l'ensemble des tâches qui sont listées. C'est sûr que c'est de manière non limitative, mais ça peut aider quand même à avoir une idée de ce qu'on fait dans chaque phase. Donc, au niveau de la justification, c'est vraiment de comprendre le contexte de mise en œuvre du projet et toutes les retombées souhaitées pour justifier après sa mise en œuvre, en fait, auprès des instances concernées et d'obtenir du financement si applicable. Donc, dans cette phase-là, en fait, on va vraiment mobiliser, dialoguer avec les parties prenantes. On va définir les retombées attendues pour le projet, mais aussi définir les contraintes initiales, les risques, les opportunités. On va cerner les enjeux, les impacts négatifs potentiels, proposer des mesures compensatoires. Donc, vous voyez un peu, on est en train de justifier, en fait, la mise en œuvre d'un projet temporaire sur rue, là, que ce soit une rue piétonne ou une autre forme de mode de repartage de la rue. En fait, c'est le même principe pour le démarrage et planification. Dans cette phase-là, une fois le projet confirmé, en fait, on peut démarrer la planification du projet. Donc, on va évidemment mobiliser toutes les parties prenantes, définir le cadre de réalisation du projet et établir un plan de travail détaillé. En fait, c'est à cette étape qu'on va constituer le comité de pilotage du projet, définir sa gouvernance et assigner tous les rôles et les responsabilités. Donc, on voit, c'est le même principe pour la conception liée à la mobilité et aux opérations.
À ce moment-là, on va vraiment planifier, concevoir les mesures adaptatives à mettre en place pour assurer la mobilité des personnes et des biens, ce qui est non négligeable, puis le bon fonctionnement du site. Ici, on va être plus lié aux aménagements et à l'animation. Et dans la phase de déploiement, en fait, on parle vraiment de fabrication du mobilier, des aménagements, des différents équipements et de leur installation sur le site. Le suivi sur le site, l'entretien et les ajustements. Et la phase, comme je disais, assez importante de démantèlement, mais de rétroaction comme telle, où on va réunir vraiment l'ensemble des parties prenantes pour recueillir les points positifs, les améliorations à apporter en vue d'une prochaine édition. J'en arrive maintenant à la synthèse du cahier. On vous a mentionné que le cahier était assez dense. Bien, vous le voyez, on est rendu quand même à la page 175. Donc, il y a beaucoup de contenu, mais on a fait une synthèse, en fait, qui tient sur 5 doubles pages. Comme on l'a mentionné de façon générale, pour récapituler, on trouve 4 principaux types d'aménagements temporaires sur rue qu'on peut observer à Montréal ou ailleurs. En fait, la rue piétonne, on pourrait leur donner des noms différents, mais la rue piétonne, la rue place, la rue partagée et la chaussée repartagée. Donc, le cahier, comme vous avez vu, comporte plus d'exemples d'aménagement temporaire sur rue piétonne commerciale parce que c'est une des configurations les plus complexes à aménager. On a aussi vu que les stratégies d'aménagement, en fait, les approches des designers devraient différer selon 3 facteurs principaux. Selon, oui, le contexte d'attractivité, est-ce qu'on est dans une rue plus de quartier versus une rue ou un secteur de destination? Mais ça devrait aussi varier selon la saison, la durée des aménagements et surtout la récurrence d'implantation. Par exemple, dans les rues piétonnes estivales qui se déploient à chaque année, les investissements et la durabilité devraient être accrus. Et en fait, à l'intérieur des bonnes pratiques, comme dans la vision qualité, on fait référence à ces différents facteurs. Pour la vision qualité, en fait, la synthèse de la vision qualité, on voit ici qu'on a choisi quelques bonnes pratiques par dimension de la qualité. En fait, ce sont celles qui nous apparaissaient à nous, l'équipe, les plus pertinentes pour plusieurs types de projets, ou du moins les plus impactantes. Donc, encore une fois, les bonnes pratiques sont numérotées. Donc, vous pouvez remonter plus haut dans le cahier pour voir les exemples correspondants en visuel. Donc, on a fait la même chose avec l'opération qualité. Donc, on a choisi quelques stratégies qui, encore là, permettent de rehausser la qualité des projets. En fait, on parle ici des défis parce que je pense que Montréal a une belle feuille de route dans la réalisation de projets d'aménagement temporaire sur rue là, depuis de nombreuses années, même avant, en fait, l'avènement du programme de soutien aux piétonisations du service du développement économique. En fait, il reste encore beaucoup de défis. Donc, dans cette section-ci, on vient nommer les principaux défis qu'on a observés lors de nos différentes discussions avec les arrondissements, avec les SDC et les services centraux de la ville. Donc, ces défis-là, en fait, c'est les accès véhiculaires pour la livraison des biens, la collecte des matières résiduelles, l'entretien et les services d'urgence. Donc, c'est vraiment, ça pose quand même des défis importants, surtout en matière de sécurité face aux angles morts de ces véhicules lourds-là. Donc, c'est un enjeu. L'enjeu aussi de la sécurisation des intersections qui est complètement relié, en fait, à la circulation. Donc, on mentionne qu'un plan de circulation devrait être réalisé en amont d'un plan de sécurisation pour optimiser la sécurité et les déplacements. On mentionne aussi un des défis, c'est l'accès au transport collectif et adapté qui pose quand même, en fait, qui est un enjeu dans les rues piétonnes, surtout pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on offre en fait
pistes de réflexion dans le cahier pour poursuivre sur cette thématique-là. La même chose en accessibilité universelle, et je pense qu'avec le travail des audits des dernières années, il y a eu beaucoup d'améliorations à la Ville de Montréal en ce sens-là, mais il reste encore du travail à faire. Circuler dans une rue piétonne, c'est un défi pour certaines personnes, donc c'est un espace quand même assez vaste, surtout à l'approche des intersections. Comme vous le savez, la cohabitation des cyclistes puis des piétons est un enjeu. C'est beaucoup ressorti dans nos entretiens semi-dirigés. Puis il y a des préoccupations encore à ce niveau-là. Puis parfois, il peut y avoir une perception d'insécurité générale, surtout pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ça prend en considération. La cohabitation avec les personnes en situation d'itinérance ou de vulnérabilité, en fait, c'est d'autant plus d'actualité avec la crise du logement. Et en terminant, un des enjeux qu'on note, ou un défi, en fait, c'est la pérennité des aménagements. Parce qu'avec cette récurrence-là, on va chercher à ce que les aménagements, les mobiliers soient de plus en plus pérennes face aux impacts environnementaux. En fait, en conclusion, on peut présumer que plusieurs rues piétonnes estivales sont là pour durer, vu l'engouement et les bienfaits, en fait, globalement, qu'ils apportent. Donc, dans ce contexte, est-ce qu'on doit voir ces aménagements comme vraiment des aménagements temporaires ou plutôt les positionner comme des aménagements qui seraient des aménagements saisonniers, récurrents, et donc des aménagements plus des aménagements urbains, en fait, à part entière. Donc, en ce sens-là, peut-être que certains mobiliers devraient s'apparenter à du mobilier plus standardisé et pérenne et durable. Mais il faut faire attention parce qu'on pense néanmoins que chaque rue piétonne vraiment doit conserver sa propre identité avec des installations originales, des interventions artistiques et culturelles. En fait, c'est ce qui fait qu'on a envie de la parcourir et de parcourir d'autres rues commerciales, en fait, ce qui stimule la vitalité commerciale. Donc, ça termine la présentation, puis je vais maintenant passer la parole à Jacinthe pour la période de questions.